niveau de jalousie dans la vie. T'étais un enfant désiré. C'est qui la première personne avec laquelle tu t'es imaginé dans un contexte érotique? C'est quoi ta plus grande fierté ce mois-ci? Tu sais utiliser dans la vraie vie des armes à feu? C'est quoi ton premier souvenir de vêtements? Je me rappelle d'une grenouillère en éponge avec une fermeture éclair qui a eu raison de ma quéquette. J'ai la même histoire, exactement. Salut, c'est moi le mug Smalltalk. Je parle jamais mais je suis là depuis le début. J'ai tout vu, tout entendu. Et aujourd'hui, je prends enfin la parole pour vous dire merci. Merci de suivre ce programme qui nous permet de recevoir des invités pour parler de tout sauf ce pourquoi ils sont connus. Et si vous, c'est l'inverse. Si vous aimez bien parler de ce pourquoi vous aimeriez être connu. Si vous avez plein de projets en tête, alors laissez-moi vous parler de Squarespace, le partenaire qui nous accompagne sur cet épisode et nous permet de continuer de faire des Smalltalk de qualité. Squarespace est une plateforme de site web tout en un conçue pour vous permettre de vous démarquer et de réussir en ligne. Développez tous vos projets avec Squarespace. Obtenez un nom de domaine, créez votre propre site web avec un kit de design qui permet à tout le monde de faire des choses super jolies. Moi, par exemple, j'ai fait un site qui customise des mugs. Comme ça, à chaque épisode de Smalltalk, je mets le nom de l'invité dessus. Avec Squarespace, vous pouvez même augmenter l'engagement de votre audience et générer des ventes, quels que soient vos produits. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est les mugs. Mais vous pouvez faire autre chose. C'est ce que vous voulez. C'est pas obligé d'être des mugs. Ça peut être, je sais pas moi, des grandes tasses avec une petite anse sur le côté et un petit dessin devant. Ok, c'est un mug, j'ai pas d'autre idée. Mais vous en avez. Et c'est super facile de les mettre en avant grâce à Squarespace. Alors rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10. Voir conditions en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Smalltalk. Pourquoi est-ce que tes parents ils ont choisi Guillaume? Il y a une raison particulière ou c'est juste c'est joli? Non, j'ai jamais su. Ouais. Surtout que j'aime pas ce prénom vraiment. J'ai jamais su. Je sais même pas si eux ils aimaient vraiment ça en fait. Je sais pas. C'est vraiment fait n'importe quoi. Non, mais c'est très étrange. C'est très étrange en fait. C'est très étrange d'ailleurs qu'il m'ait jamais donné une réelle raison de m'avoir appelé Guillaume en fait. Oui. J'ai grandi avec deux sœurs qui m'ont toujours dit que j'étais né dans une poubelle, que je faisais pas partie de la famille. Et que à chaque fois que j'ai deux grandes sœurs et à chaque fois qu'elles voulaient m'emmerder, elles me disaient ça et moi je le prenais au premier degré. J'étais vraiment je pleurais et tout quoi. Je pensais vraiment que j'étais né enfin qu'elle m'avait trouvé dans une poubelle en fait et qu'il fallait pas me le dire, que mes parents avaient dit qu'il fallait surtout pas me le dire et elle le faisait très bien. Elle le faisait très bien et ça me remplissait d'une tristesse, il y avait ça, il y a un disque aussi qui était Words don't come easy. Words don't come easy. Bah ça me foutait un cafard monumental. Et donc elles adoraient le mettre pour me foutre le cafard. Et moi je partais dans ma chambre et je me bloquais les oreilles parce que ça me faisait pleurer. Ouais. L'enfant des poubelles qui pleure tout seul dans sa chambre. C'est ça. Ouais. C'est extrêmement triste. Tu crois qu'il y a eu un impact sur ta psychologie générale? J'imagine. Ce genre la tristesse. Quand je vois comment je vous le raconte là, avec un petit chat dans la gorge, je me dis que ça m'a pas laissé insensible. Il y a eu une persistance de la tristesse au-delà de l'enfance. Ouais. Quoi. Pourquoi t'aimes pas Guillaume? Je sais pas, Guy. Ouais. Guy. Ça a donné lieu à des surnoms, des trucs comme ça. Ouais, Guigui. Guigui. Déjà, c'est pas bien Guigui. Ouais. C'est pas bien Guigui. Yom Guy. Ouais. Guiton. La Guitoune. La Guitoune qui veut dire la tante, c'est ça, ouais. Est-ce que j'ai essayé de trouver, mais il y a pas de jeu de mots évident avec ton prénom plus ton nom de famille. Il y en a eu quand même, parce que toi, j'imagine que tu y as été confronté, parce qu'il y a une grande créativité des enfants et des adolescents pour faire des canecs. Enfin là, du coup, je sais pas, mais non. Je pense pas que c'était sur le nom, sur le prénom. Mais j'étais très bagarreur, moi, donc on me faisait une vanne une fois, deux fois, puis après. Tu pétais des gueules. Ouais. Parce que tu savais faire. Oui. Parce que t'avais. Mais je sais toujours. Et tu sais toujours. Mais parce que t'étais formé ou parce que parce que j'ai fait beaucoup de sports de combat. Ouais. Mais dès l'enfance. Ouais. Et lesquels, par exemple? J'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe pendant 15 ans, j'ai fait du karaté, du taekwondo. Ouais. Et t'as utilisé donc ce savoir-faire sur des gens dans la vie de tous les jours. Ça m'est arrivé. Tu peux me raconter une histoire de pétage de gueule de ton enfance? Oui, j'ai failli d'ailleurs perdre. J'ai failli avoir un vrai souci de santé puisque je me suis battu avec un garçon à l'école et à un moment je lui ai foncé la tête dans le ventre. Il m'a tordu la tête, enfin les cervicales, et il m'a pété 2 cervicales en fait. Et il y en a une qui était pas loin de la moelle, donc j'aurais pu être pas bien quoi.
Putain, il n'y aurait pas eu tout, du coup. Ouais. Enfin, ou alors vraiment... Comme quoi, il ne faut pas se battre. Il faut pas se battre. Ouais. Et il t'avait fait quoi, ce monsieur? Bah, je sais pas, il avait dû se moquer de moi. Et il t'a fait vraiment... Il avait dû me faire chier, je sais pas. Et il a fait vraiment le truc dans les films où genre on arrive par derrière et on fait ce truc de Non, c'est moi qui lui ai... Oui, mais il t'a quand même... c'est toi-même qui t'es... Moi, je lui ai foncé dans le ventre avec la tête, et il m'a pris la tête et... Oui, voilà. D'accord. Ouais. Donc ça marche. Donc ça marche bien. Oui. Ouais. Enfin, peut-être ça n'a pas complètement marché, mais c'est... je suis quand même... Ça m'a bien calmé. Il était sur le chemin, quoi. Ouais. On se rend pas compte que tu te bats comme ça. C'est vrai. Il y a le c'est vrai avait fais gaffe. Non, mais je suis plus du tout bagarre. T'es pas amoché, je veux dire, t'es pas plein de cicatrices, t'as un nez qui est droit. Pété 2 fois. Pété 2 fois. Ouais. Dans le cadre de mâchoire 3 fois. Ouais. Ah ouais. J'ai envie tu peux raconter d'autres histoires de bagarre, j'aime bien. Mec est fou. Hein, dis-moi comment tu t'es fait taper et comment t'as tapé les gens. Non, mais oui, enfin voilà. Mais tout ça dans l'enfance et l'adolescence. Ouais. C'était jeune adulte. C'était quand la dernière fois que tu t'es battu? C'était il y a longtemps. C'était dans la rue à Paris. On a envie de savoir la raison, toujours. Hein? On a envie de savoir la raison de pourquoi tu te bats. Je me suis retrouvé avec une voiture et avec des gens qui étaient très excités dedans et qui m'ont coincé contre une autre voiture et qui m'avaient pas vu. Donc j'ai klaxonné et puis là il m'a un petit peu cherché. Ouais. Puis voilà, ça s'est un peu escaladé. C'est monté. Mais donc il y a des fois où tu as perdu les bagarres aussi. Notamment cette fois-là avec le truc. Là. C'est le problème, c'est que des fois on tombe sur des gens qui savent encore mieux se battre que vous. Et ça, c'est pas... Bon, on va peut-être pas parler de bagarre pendant 3 heures. Non. Mais c'est vrai qu'il y a un petit tropisme bagarre dans Small Talk. Et quand on trouve des gens... C'est vrai. Surtout des gens dont... Parce qu'après, j'ai reçu des combattants de MMA. Donc du coup, la bagarre prend une grande place dans la... mais là, on... Tu vois. Mais il y a un truc quand même qui pour clore le sujet de la bagarre, c'est que ça m'a toujours mis dans un état derrière de mal-être absolu, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même mieux de réussir à gérer le truc d'une autre manière, en fait. Des fois, ça peut se soulager, mais en même temps, ça amène un truc quand même pas top. Après, humainement, enfin, ça m'a toujours fait de la peine, même après quand j'ai réussi à mettre une droite à quelqu'un. Derrière, je me sens toujours mal pour lui, en fait. Donc après, on se sent encore plus con, parce qu'on l'a tapé, on se dit mais pourquoi je l'ai tapé? Et je pense qu'on peut régler le truc autrement. Moi j'ai mis une seule grosse droite dans ma vie en 5e et on m'a totalement laissé tranquille à partir de ce moment-là. Donc pour moi, vraiment, la violence a résolu mes problèmes. Ah oui, ça aide au respect. Ça aide au respect. C'est quoi ton premier souvenir de vêtements? Est-ce que tu te souviens des premiers vêtements que tu as eus et que genre, est-ce que la première image que tu as de toi habillé d'une certaine façon? Non, je me rappelle d'une grenouillère en éponge avec une fermeture éclair qui a eu raison de ma quéquette. J'ai la même histoire, exactement. Ma mère, beaucoup trop vite. Et là, en mari à tout prix. Et après, il y a la mauvaise idée de « Pardon, mon chéri !» dans l'autre sens. Et c'est des douleurs qui forgent, en fait. On n'est plus les mêmes personnes après, je crois. T'as une certaine maturité après ça. Ouais. Immédiate, en fait. Tu sors de l'enfant. C'est ça. Et de ton insouciance. Il y a surtout aussi une prise de conscience que ta mère peut aussi être quelqu'un d'autre que ta mère, en fait. Une source de... d'inconscience totale et de... Mais alors, ceci dit, elle a eu la mauvaise idée d'aller dans l'autre sens. Ok. Quelle était l'alternative? Enfin, je sais pas, de découdre la fermeture éclair ou d'écarter après, j'en sais rien. Enfin, je sais pas la solution là comme ça, mais je pense que elle a pas réfléchi vraiment. Je pense. Oui. Mais c'est mon premier souvenir parce que par contre, j'adorais l'éponge. En fait, la texture de l'éponge. Ça m'a toujours... J'ai vu des gens habillés des gens un peu stylés habillés en éponge récemment. J'ai l'impression qu'il y a une mode de l'éponge. Il y a des polos. Spontex, Il y a des polos maintenant. Enfin, pas en éponge, mais en... Oui, si. On sent que ça absorberait beaucoup de liquide si tu posais ça sur une flaque. Voilà, c'est ça, exactement. Tu peux t'en servir pour autre chose. Mais aujourd'hui, ton zizi va bien. Enfin, il est remis. Non, c'était il y a longtemps. Oui. Non, heureusement que ça a cicatrisé depuis, parce que ce serait quand même inquiétant. T'avais un doudou ou pas?
Non. J'ai pas le souvenir. Non. D'un objet que t'aimais bien? Non, je me rappelle d'une peluche oui. que j'avais, en fait, qui était un crocodile, une espèce de Muppet Show, un crocodile qui s'appelait Gary. Et en fait, parce que c'était un pote de mon père qui s'appelait Gary, qui est un Américain, qui était venu un jour à Paris, qui m'avait amené ce truc-là. Et voilà, c'était Gary. Il avait donné son nom à la peluche. Non, c'est moi qui lui ai donné le nom. Ah oui, d'accord. La peluche s'appelle comme le monsieur qui me l'a donné. Voilà, logique, c'est le truc de l'enfance. Et donc Gary est où aujourd'hui? Tu sais où est Gary? Il a disparu? Je sais pas. Ouais. Et ben on a retrouvé Gary. Voilà. Non, j'aurais adoré, mais non, malheureusement. Tu jouais à quoi le mercredi après-midi? Si mercredi après-midi dans les années 60, disons que tu devais avoir, avant l'âge de 10 ans, il n'y avait pas encore vraiment de jeux vidéo? Non. À l'âge de 10 ans, je sais pas s'il y avait déjà des jeux vidéo, je crois pas. Je me rappelle du premier qu'on a eu, c'était le Intellivision. Ouais. Ça te dit quelque chose, ça, non? Le TO7, une console complètement surréaliste, une espèce de télécommande comme ça avec un rond. Et tu jouais à Pong. Tu jouais que au ping-pong, quoi. J'ai eu ça. Voilà. J'ai eu ça complètement. Voilà. Ouais. Avec les 2 barres là. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'était le premier souvenir. Sinon, mes activités. Moi, je vivais dans une résidence. Dans laquelle il y avait Jean du Jardin. D'ailleurs, on a grandi dans la même, à 2 rues de chez moi, à Plaisir, dans les Yvelines. Et on avait donc ces rues avec les maisons qui étaient toutes les mêmes. Là, c'était les résidences Breguet, là. Et donc, on passait d'un jardin à un autre et on allait traîner avec les. Et on avait des bicrosses et j'avais réussi à avoir à Noël le dernier MBK avec jantes. En plastique dur, là, épaisse, là, pour pouvoir faire des figures devant. Et donc voilà, c'était mon activité, c'est qu'on faisait du bicross. Et tu savais faire bien aussi? Pas mal. Ouais, pas mal. C'était dans ton groupe d'amis d'enfance, t'étais connu comme le type qui faisait quoi? C'était quoi ta personnalité, Guillaume, c'est le... c'est le relou qui veut tout décider, en fait. Qui veut faire le programme de tout. Alors aujourd'hui, on va jouer à ça, puis après on va faire ça. Vers 16h, on va aller prendre le goûter chez Antoine. T'as prévu le truc, ok. Et puis après, on ira chez moi et on fera ça et on va jouer. Voilà. Ouais, j'adorais déjà mettre en scène un peu la journée, quoi. Et diriger. Et t'aimais pas qu'on te dirige. Ouais. Et Jean du Jardin, lui, c'était quoi? Jean, alors il faisait partie d'une autre bande, en fait. Oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est le parrain de son fils, en fait, m'a pété la clavicule lors d'une bagarre. Ouais. Une bagarre où t'as perdu, alors à moins que lui, il m'a filé un croche-patte, je suis reparti encore, et je me suis pété la clavicule. Et c'est marrant parce que je l'ai revu il y a quelques années, et je lui ai dit, t'es vraiment un salaud, parce que depuis, j'ai pas mal de problèmes à l'épaule à cause de cette clavicule qui s'est remise de travers. Parce qu'on te l'a mal, on t'a foiré la remise de la clavicule, quoi. Ouais. Donc voilà, donc Jean, je le voyais, on était à l'école ensemble et tout, mais on passait pas beaucoup de temps dans la journée. Et tu faisais pas des blagues? Sans arrêt. Ouais, j'ai fait beaucoup de conneries. Ouais. Tu te souviens d'un truc? Parce que je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui ont un souvenir précis d'une blague très très forte qui les a fait beaucoup beaucoup rire dans leur enfance. Est-ce que t'as un truc de ce genre-là? Un truc où tu fais genre, oh, putain, mais c'est trop drôle, c'est incroyable. Ce qui généralement cesse d'être drôle quand t'es adulte. Mais... on avait... J'avais un pote, Antoine. Sa nounou était fan de François Valéry. Oui. On lui avait fait croire qu'on avait le numéro de François Valéry. Et elle avait appelé le numéro et il y a un mec qui a décroché, elle est tombée dans les pommes. Donc, elle est vraiment tombée dans les pommes. Elle a entendu allô, elle est tombée dans les pommes. Oui. Et donc en fait, pour la réveiller, Antoine lui mettait des petites claques pour la réveiller. Oui. Et en fait, on a beaucoup ri d'abord. Et après, on a eu très très peur en fait. Parce que comme elle se réveillait pas, on avait peur de lui avoir fait du mal, quoi. Oui. Donc voilà. Ceci dit, est-ce que c'est... Alors c'est une mort peut-être précoce parce qu'elle devait pas être très âgée. Elle est pas morte, hein. Oui, je sais. Mais si elle était morte, c'est une belle mort. Tu vois, genre foudroyée par un mot. Ouais. Alors, il se trouve que c'était pas vraiment François Valéry, mais elle le savait pas. Ouais, non, c'est vrai, elle aurait pu le... un peu tôt peut-être le décès. Ouais. T'avais une meuf à la maternelle? À la maternelle, sûrement. Non mais sûrement. Probablement. Non mais probablement parce que j'ai toujours été très sentimental.
Donc, c'est très possible. Toujours pécho depuis aussi loin que tu puisses te souvenir. Pécho, je sais pas. Mais je me suis pris pas mal de vent aussi, quand même. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est évident que j'ai dû être amoureux d'une fille à l'école. Je me rappelle de mon premier baiser, par contre. Oui. C'était quand ? C'était dans un ascenseur en vacances à Valras-Plage. Ouais. Dans le sud. dans une résidence de vacances, dans un espèce de club de vacances, un truc comme ça. T'avais quel âge ? 7-8 ans, un truc comme ça. Baiser non, bisous, quoi. Bisous, ouais, smack. Ouais. On appelait ça smack. Ouais. D'accord. T'as fait des booms, quand même. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'était hors boom, ton premier baiser. Ouais. Putain, bien, ascenseur un peu sympa. Ouais. Et sur le temps d'un trajet ? Ouais, sur le temps d'un trajet. Ouais. J'ai dit, là, j'ai 20 secondes pour faire mon move. Tu t'es dit que tu t'es pris pas mal de vestes, de râteaux. Tu te souviens d'un râteau, genre un truc genre, waouh. Ouais, en vacances, par exemple, d'être fou amoureux d'une fille qui avait été dans une rue pas loin de chez moi en vacances et j'allais la voir sans arrêt et j'étais à fond et en fait elle avait un mec, quoi. Oui. Et je l'ai compris que trop tard. Mais ça, c'est quand même une raison pas très vexante de se faire rembarrer. Parce que le plus grand embarras, c'est genre, en fait, je suis parfaitement disponible, il n'y a aucun problème, c'est juste que j'aime pas ta gueule, tu vois. J'ai pas le souvenir de ça. Non, ça ne m'est jamais c'est extrêmement prétentieux. Mais j'ai pas le souvenir. C'est ça. Non, mais c'est pas vrai. C'est évident que j'ai dû me prendre des. Ouais. Et puis, non. Heureusement qu'il y a beaucoup de filles qui me trouvent pas très séduisant ou très beau. Hein. Pourquoi heureusement ? Bah heureusement, parce que sinon ça serait pas drôle. Ça rendrait pas. Oui, ce serait trop facile, quoi. Ouais. T'étais bon élève ? Non, j'étais très très mauvais élève. Ouais. Mais vraiment très très mauvais élève. Dyslexique, pas du tout intéressé, ne comprenant pas du tout pourquoi j'allais en cours et ne comprenant pas du tout que c'était pour moi et pas pour mes parents. Et donc du coup j'étais dans un refus total de toute éducation et j'ai compris en fait ça beaucoup trop tard en terminale. Grâce à un prof extraordinaire, François Livonnet, un prof de philo. Je rêve de le revoir d'ailleurs, c'est qu'il se manifeste s'il me voit. Mais j'adorais le revoir. C'était vraiment le gars qui venait de Paris, qui venait en moto, il venait tout le temps en hiver, à n'importe quel temps. Il arrivait avec son petit blouson en cuir, en jean, avec ses bottines. Et il voulait jamais qu'on prenne de notes. Et il venait, il nous faisait un thé. Et il parlait philo. Et en fait, c'est le seul qui m'a tout d'un coup intéressé au cours parce qu'il y avait une autre manière de dire les choses, d'apprendre. Et du coup, ça m'a plu en fait. Ouais. Ça m'a plu. Et j'ai eu ma première bonne note. Et comme j'étais dans un lycée qui était en dehors de Paris, où c'était quand même assez connu que j'étais mauvais, il y avait quand même une bonne équipe de têtes de cons en fait autour de moi qui se faisaient un plaisir de se foutre de ma gueule quand j'avais des mauvaises notes. Ouais. Et ce jour où j'ai eu une note très très bonne en philo, ça a été pour moi une victoire assez incroyable. Et tu te souviens de choses qui t'a apprises précises, François Livonnet, ou pas ? Bah oui, c'est-à-dire justement ça en fait, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y a à prendre dans la vie en fait, que quand il y a des cadeaux qui s'offrent à vous, il faut savoir les prendre et savoir aussi écouter en fait. Et c'est vrai que cette personne-là, elle m'a intrigué d'abord, et comme elle m'a intrigué, elle m'a intéressé, et du coup ce qu'il disait était du coup intéressant, alors que tous les autres profs, je me faisais un rideau total quoi. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans la classe, c'était fini quoi. Mais t'étais quand même en terminale et tu faisais de la philo, donc il y avait pire élève que toi quand même. Non mais avant d'arriver en terminale, t'as redoublé. Faut savoir que j'avais le permis de conduire et tout. Hein.
C'était il y a 3 semaines, en fait. C'était, tu vois, c'était l'année dernière. En terminale, j'étais seul à arriver en bagnole. Tout ça, j'avais déjà le permis depuis 2 ans. Voilà. Ouais. Et t'as eu le bac? Non, pas du tout. Ouais. Non, c'était Coef 5, philo. Oui. Et je n'ai pas été à l'épreuve philo. Ah. Parce que j'ai pas pu. J'avais un truc à faire. Un truc. Je devais aller voir un peu. J'ai pas pu. Non, c'est vrai, en plus, j'étais parti en concours épique, en fait. Oui. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que, quand j'y repense maintenant, ce qui est fou par rapport à ma mère, c'est qu'en fait, quand j'ai été au résultat du bac, parce que j'ai été pour la forme, mais bon, n'ayant pas été à l'épreuve de philo, Coef 5, il y avait peu de chances que je sois admis. Et j'arrive avec mon pote, et on est devant les tableaux avec les résultats, et je vais directement à Recalé, je regarde, et je me vois pas. Je dis, non, c'est pas possible. Et comme j'ai toujours beaucoup d'espoir, je me dis, mais si ça se trouve, en fait, j'ai défoncé les autres matières, et en fait, peut-être que je suis juste au rattrapage, et donc je vais voir la liste rattrapage, et je me vois pas non plus. Je dis, ah, non, là, il y a un problème. Je regarde quand même la liste des admis, parce que je me dis, non, c'est pas possible, quoi, F5. Je dis, mais ça se trouve, j'ai eu un 20, et je commence à y croire. Et puis j'ai mon pote qui m'appelle d'un autre tableau qui dit, ah, viens, je t'ai trouvé, t'étais bien là. Et j'étais bien dans les recalés. Donc on explose de rire. Ah. Et ma mère arrive de loin, et elle me voit mort de rire, et elle me dit, tu l'as? Et je lui dis non, en me marrant. Donc là, je me suis fait défoncer parce que je me marrais. Mais maintenant, quand j'y repense, à chaque fois, je me dis, mais c'est fou qu'elle se soit pas dit, en fait, que j'allais pas la voir en allant faire un concours épique. Oui. Voilà. Et elle croyait en toi à ce point-là. Ouais. Et tu l'as déçue. En tant que cavalier. À ce point-là. Voilà. Et je les ai déçus doublement. Mais oui, et donc, en fait, t'étais pas bon à l'école, mais t'étais bon en cheval. Ouais, je faisais que ça. J'étais dans l'équipe de France Junior et je faisais que ça. J'étais presque cavalier professionnel. Ouais. Et ça a été immédiat, le fait. Enfin, c'est parce que il y avait un rapport avec ton père qui avait un. Ouais, mes parents. Mon père était éleveur et j'ai grandi. Enfin, mon père a muté là-dedans quand j'avais 12 ans et je me suis mis à monter à cet âge-là et jusqu'à 17, 18 ans, j'étais à fond dans la compétition et tout. Et j'ai eu un accident assez grave à 18 ans. Et après, j'ai arrêté jusqu'à Japlou. Voilà. Et l'accident, en quoi il a consisté? Le cheval est parti une foulée trop tôt, en fait. Ah, il a sauté avant de devoir sauter. Voilà, il a sauté, il est parti trop tôt, donc il a atterri dans l'entrée de l'obstacle que j'ai traversé, je suis tombé, puis il m'a marché dessus, il est tombé sur moi. Donc j'avais 600 kilos sur le dos. C'est trop. C'est trop. Surtout quand je suis gaulé. Et il s'est relevé sur moi, donc avec les crampons, parce que ça a des crampons quand on saute sur l'herbe, en fait, ils ont des crampons au fer. Et donc, transpercer la main, le dos, les côtes, et je me suis pété tout le côté droit. Voilà. Et ça a quand fait il fait pas beau, je peux te le dire avant, je suis un bon baromètre au niveau... Ah, mais c'est le truc qui, généralement, avec les vieilles personnes, toi, tu l'as jeune. Voilà. D'accord. Voilà. C'est gentil pour jeune, c'est adorable. Et attends, mais parce que t'étais tout cassé, du coup, après, tu pouvais plus faire de cheval. Après, j'ai pas pu pendant 1 an. Ah, oui. J'ai continué à remonter après, j'avais des complications au poignet qu'il a fallu réopérer et tout ça. Et puis après, j'en avais marre, en fait. J'en avais marre de faire 400 bornes les week-ends pour aller faire tomber une barre. C'est une vie assez particulière quand même, parce qu'on voit les mêmes personnes tout le temps. C'est les mêmes personnes qui se déplacent dans des concours différents en France. Et j'en avais marre, j'avais 18 ans, 17-18 ans, j'avais envie de connaître la vie, de connaître autre chose. Je rêvais d'être metteur en scène, je faisais des courts-métrages déjà à l'époque en Super 8 chez moi et en vidéo dans ma chambre. Et voilà, j'ai tout arrêté. Moi, j'ai eu un père qui avait été cavalier parce qu'il avait fait le collège militaire, genre il y a très longtemps au Portugal, et il avait beaucoup fait de cheval, mais il avait développé une haine des chevaux assez forte, mais vraiment, et il en parlait beaucoup, enfin. Alors que les chevaux n'avaient plus aucune présence dans son existence, mais il avait été traumatisé par des chevaux récalcitrants et qui considéraient comme vraiment très très teubés quand même. Et
toi, sur est-ce que tu considères que c'est des animaux particulièrement teubés ou particulièrement intelligents ou particulièrement... Comme tous les animaux, en fait. Ouais. T'as des chiens qui sont très très cons et qui vont mordre sans aucune raison. Et puis t'as des chiens qui vont être très très intelligents, comme des hommes. Hein. Oui. Et donc les chevaux, c'est pareil. T'as des chevaux qui sont très très intelligents et d'autres qui le sont moins. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est ceux qui sont très bons. Ce sont des chevaux très intelligents. Et voilà. Parce qu'on pourrait se dire des fois, ils sont cons, pourquoi ils s'affligent des efforts physiques et tout ça, mais c'est parce qu'en fait, ils aiment vraiment ça, en fait. Sinon, ils le font pas, hein, parce que le rapport de force entre un homme et un cheval de 600 kilos, voilà. Comme on l'a S'il a pas envie, il a pas envie, quoi. Au collège, t'étais où dans la hiérarchie du cool ? Est-ce que t'étais dans le prolétariat du cool, classe moyenne du cool, aristocratie du cool ? Si tu t'es jamais pris un râteau à cause de ton visage, c'était probablement dans l'aristocratie du cool. Non, je pense que franchement, j'étais petit quand j'étais petit. J'étais petit. J'avais même... je me rappelle que ma mère m'avait même emmené chez un médecin pour qu'on voit s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour que je grandisse. Et qui... je me rappelle d'un truc qui était un truc de... on pourra greffer un truc au tibia ou je sais pas quoi, qui avait une histoire, un délire dans son... Ouais, genre c'était sérieux, quoi. Ouais, Docteur, ouais. est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Écoutez, oui. Et après, j'ai grandi d'un coup, après... Et là, ça va, tu fais quoi, 1m80 ? Ouais, je suis pas non plus immense, hein. Je fais un 78. 18, voilà. Ok, ouais. Ça va. Normal, quoi. Ouais. J'ai failli tricher quand même, j'ai failli dire 1m80. T'as été adolescent à une époque où le porno, c'était rare. Ouais. C'était, y avait pas cette abondance et cette gratuité totale. C'était rare. J'ai même fait partie des abrutis qui ont regardé avec la Canal passoire. avec la passoire. Mais ça marche qui ont essayé. Oui, ça marche. Ouais. C'est vraiment, c'est un des plus beaux mythes. Je l'ai fait aussi. Ça fait aucune différence. Ouais. C'est même un peu moins bien parce que tu vois. Non, puis en plus Oui. T'as les deux mains. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Tu peux avoir une bonne. Ouais. Mais attends, parce que toi, oui, d'accord. Donc Canal, donc les films porno, ça date du début. Donc t'avais 11 ans, donc oui, t'étais en plein dans la génération. Ah ouais, bien sûr. Et t'avais des amis qui avaient Canal et où les astres pouvaient s'aligner pour que vous vous retrouviez. Ouais, je me rappelle d'un des premiers pornos et qui m'a vraiment fait gerber, quoi. Ah oui. Ah ouais. Ouais, c'était irrespectueux. J'ai pas le souvenir que ce soit irrespectueux, mais cradingue, quoi. Cradingue, c'est les premières images de trucs de waouh. Ouais. Magazine aussi ou pas? Magazine aussi, ouais. J'en ai volé aussi. Tout le monde fait ça au collège. J'en ai volé et je me rappelle d'ailleurs, il y avait un centre commercial à côté d'où j'habitais. J'avais la rue en plus qui était juste derrière et j'avais piqué un bloc entier comme ça en sortant, je l'avais pris et j'étais sorti en courant et le mec nous avait vus, donc il avait hurlé, donc je suis parti en courant et il y avait un grand mur blanc et j'ai jeté par-dessus le mur et derrière il y avait un pré avec des chevaux et en fait je suis rentré chez moi et après j'étais revenu les voir et c'était tout piétiné parce que les chevaux étaient venus voir ce que c'était. Ils étaient complètement déchirés et complètement piétinés, plein de merde, plein de boue et tout ça. Donc c'était pas hyper pratique à mettre sous le matelas. Mais alors qu'on soit clair, t'as volé plusieurs exemplaires du même magazine. Non, c'était plusieurs. T'as fait genre tac 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 ouais. Et t'es parti. J'étais parti avec une pile, Ouais, de plusieurs magazines, d'accord. Et mais t'en as quand même récupéré un pour. Non, là après j'en ai eu d'autres aussi. J'en ai. Je me demande si j'en ai pas piqué à mon père aussi. Je me demande si mon père en avait pas. Ce qui est fou d'ailleurs quand j'y pense. C'était quand même une autre époque. Hein. Que le père. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, ça me viendrait jamais à l'idée d'acheter des revues porno. Moi, personnellement. Parce que t'as pas besoin. Tu peux aller sur Internet. Peut-être que tu vas pas non plus sur Internet. Oui, effectivement, il n'y avait pas Internet. Donc je pense que les papas, maintenant, font leur affaire dans leur coin. Ils n'ont pas besoin de faire Internet. Des transactions. The New Look et un penthouse, s'il vous plaît.
Moi, je me souviens qu'il y avait un trafic au collège. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui en volait et qui les revendait, en fait. Et c'était le même... C'était toi. Il y avait un trafic de porno. Oui, il y avait aussi un truc... mais ça, c'est un truc assez connu. Mais tu vois, par exemple, là, tu me demandais comment ça allait être déformé, tout ça. Ouais. Tu vois, tous ces sujets de conversation que nous avons aujourd'hui, là, ça va être repris, par exemple. Guillaume Canet vendait des pornos à l'école. Voilà, ça va être tous ces petits trucs-là qui vont être repris. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je veux plus faire de promo. Et le pire, c'est que maintenant, tu fais des promos, tu parles même pas du film, mais tu donnes le bâton pour te faire battre quand même. On n'a pas parlé du film, et en plus, je suis un mec qui fait du trafic illégal de pornographie. Tu faisais pas, non, tu vendais pas, tu les vendais? Je crois que j'ai dû en vendre. T'as remarqué quand même que, enfin, oui, tout le monde a remarqué à cette époque, il y avait des poils sur les gens à cette époque-là. Beaucoup. Qui ont disparu. Ouais. Mais même la texture de la semence, on va pas trop rentrer dans les détails, était extrêmement différente d'aujourd'hui, en fait. La texture de la semence? Ouais. Si. De la non, tienne, pas de la mienne. Mais non, pas de la mienne. Dans les pornos qu'on voyait à la télé, en fait. Enfin, mais tu crois qu'ils avaient une alimentation différente ou Je sais pas si ça vient de l'alimentation ou je sais pas si c'était... Mais c'était très, très différent. Ouais, tu regarderas, tu verras. C'était assez dégueulasse. Ah putain, mais peut-être que ça n'en était pas vraiment. Bah peut-être c'était parce peut-être que je sais pas, j'ai pas entendu dire quand depuis les années 70 vraiment la semence des hommes est passée d'une consistance un peu chantillesque à une consistance plutôt gel douche, tu vois. C'est ce qu'ils utilisaient en fait pour reproduire la semence. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. C'est très intéressant en tout cas. Mais ouais, bien sûr. On arrive bientôt. J'essaie d'aborder des sujets que tu n'as jamais abordés. Mais là c'est vraiment une hypothèse, enfin une remarque que j'ai jamais eue, que j'ai pas marqué moi-même. C'est qui la première personne avec laquelle tu t'es imaginé dans un contexte érotique? Une copine de ma mère. Ouais, je devais avoir 13-14 ans, quoi. Ouais. Et là, ça commence à chatouiller un petit peu et elle était très belle et très érotique, quoi. Ouais. Et il y avait beaucoup de fêtes, en fait, chez moi. Oui. Tous les week-ends, en fait, il y avait beaucoup de monde qui venait à la maison. Alors, c'est pas du tout ce que vous pensez. Hein. C'était pas du tout des plus grosses partouzes. C'était vraiment le gros partouzeur sur Combini. C'était vraiment des fêtes, mais vraiment géniales. À partir du moment où il commençait à faire beau, il y avait plein de potes qui venaient à la maison et on faisait un barbecue dans le jardin. Il y avait tous les enfants, des parents qui venaient, enfin des amis. Et du samedi jusqu'au dimanche, c'était la fête. Il y avait les magnétos à bande avec les bonnets M, les Earth, Wind & Fire et tout ça, les trucs. Donc c'était tous les week-ends la même musique et ça dansait tout le temps et c'était génial. Enfin pour nous c'était vraiment génial. Et tout le monde dormait, amenait ses matelas et tout le monde dormait là dans le truc. Donc il y avait rien de, je rassure. Parce qu'on passe d'une conversation à une autre, on peut penser que voilà. Mais c'était vraiment génial. Et donc, du coup, elle venait tous les week-ends. Et du coup, des fois, c'était déguisé. Des fois, elle venait dans des petites tenues, tout ça. Et voilà. Et tu lui as fait part de ton désir ou pas? Non. Mais bon, maintenant, elle va le savoir. Elle va le savoir puisqu'elle se souvenait que ça peut pas être quelqu'un d'autre, quoi. Ah, bah, je sais pas. Ah, non, peut-être, j'ai précisé que c'est Rirez. Voilà. Ok. Comme ça, il y aura plus de doute. C'est vraiment elle. Elle va peut-être faire un infarctus. T'as fait des petits boulots? J'ai fait des petits boulots, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai commencé par... D'abord, j'ai travaillé dans un cirque quand j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai fait... quand je suis arrivé à Paris, j'ai bossé dans un McDo. J'ai bossé... pendant les vacances, je vendais des glaces. Je sais pas si on peut dire les marques, mais bon, je vendais pour une marque de glace sur le remblai, en fait, d'une station balnéaire. Et d'ailleurs, je me suis pris une droite un jour à cause de ça. Si tu veux, je te raconte l'anecdote très rapidement. Ah oui, moi je veux savoir toutes les droites. Mais je baladais avec mon truc et il y avait un jour, je vends une glace à un couple et je continue à faire mon périmètre et je reviens. Et quand je reviens à leur niveau, quand tu t'adresses à un couple, tu regardes soit le mec et la nana dans cet ordre-là, soit dans l'autre ordre. Et j'ai vraiment dit, elle est bonne. Et je parlais évidemment de la glace.
Et le mec m'a mis un pain dans la gueule, en fait. Immédiatement. Pour de vrai. Donc, je lui ai sauté dessus. Et le problème, c'est qu'il y avait ce soir-là la femme de mon patron qui endormait son enfant avec sa poussette sur le remblai, là où je faisais mes allers-retours. Ouais. Et donc, je me suis fait virer. Voilà. C'était un de mes premiers petits boulots où je me suis fait virer injustement. Bah, complètement. Et alors que même la nana, en plus, s'est engueulée contre son mec en disant « Mais t'es con, tu vas pas ce qu'il a dit » tout ça. Putain, ouais. Et le mec derrière voulait me donner de l'argent pour s'excuser. C'était ridicule. Désolé de t'avoir cassé la gueule pour pas de raison. Oui, voilà 7 €. Voilà. Et donc, voilà, c'était un de mes premiers boulots. Et après, j'ai fait clown dans des anniversaires pour enfants. Et ça, c'était assez dingue de voir comment les enfants sont méchants avec les clowns. T'as des souvenirs précis de méchanceté? Ouais, ils te tapent, ils te mordent, ils te pincent. Tu sais, par derrière, tu sais, c'est comme ça. Et puis, ils te mettent un grand coup de pied dans le tibia. Et ça les fait rire et tout. Ouais. Et je me rappelle, j'ai des très beaux souvenirs en même temps d'enfants avec qui j'ai vécu des moments de magie où ils étaient hyper heureux de voir un clown et de voir... C'était assez génial. Donc quand même heureux, mais quand même ils te torturaient un petit peu par ailleurs. Il y en avait certains qui étaient un peu turbulents. Ouais. Des petits garçons, j'imagine plutôt. Non, ouais, les filles elles peuvent être... aussi, et au cirque, tu faisais quoi? Au cirque, j'avais un numéro d'équilibre sur un cylindre avec une planche, tu vois, comme ça, là, où tu t'équilibres, et puis je jonglais. Et j'adorais ce truc-là, j'ai fait ça pendant 1 an. Et j'avais les spectacles tous les week-ends, parce que j'avais pas le droit je jouais l'après-midi, j'avais pas le droit de jouer le soir. Et je faisais le clown aussi. Et je me rappelle des biscuits, ils avaient, dans la caravane, ils avaient des biscuits, en gros. Tu sais, des énormes sacs plastiques comme ça, de biscuits en forme d'animaux, qui étaient hyper bons. Et j'ai un souvenir, là, en t'en parlant, des biscuits qu'on mangeait. Manger des sacs entiers de biscuits comme ça. Mais tu saurais encore faire le truc sur le cylindre ou pas? Ah, je pense, ouais. Mais parce que je l'ai fait longtemps. Ils t'ont appelé, ils t'ont dit genre, est-ce que tu peux maîtriser ce numéro? Et si tu maîtrises ce numéro, tu savais déjà le faire? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un cirque qui avait proposé à l'école dans laquelle j'étais, à tous les parents d'élèves cancres, de cumuler les heures de permanence et de sport. Et au lieu d'aller en perm et en sport, on allait au cirque. Ouais. Et donc, la semaine, j'allais m'entraîner au cirque et le week-end, on avait le spectacle. Ouais. Et c'est mon premier contact avec le public et tout ça. Et j'ai adoré ça, en fait. C'est génial. Dans le début de ta carrière, c'est quoi le plus grand moment dont tu te souviens où il y a eu un avant et un après? C'est-à-dire genre, là, j'ai fait un bond gigantesque. Ma carrière a tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a des gens pour lesquels c'est très progressif et il y a des gens pour lesquels ils disent, attends, il y a eu un truc de type jour au lendemain, quoi. Je pense qu'il y a eu mon premier rôle au théâtre, où il y a eu les premières critiques et où j'ai vu des coupures de journaux, où j'ai fait des interviews, des trucs comme ça, parce que j'avais fait des petits rôles dans des téléfilms et tout, mais je pense que c'est au théâtre que j'ai eu les premiers retours vraiment presse et tout ça, et où j'ai l'impression que ça c'est devenu un peu plus ça a pris, quoi. Ouais. Et puis sûrement après c'est surtout le retour après la plage, quoi, où je suis revenu de Thaïlande et où là tout d'un coup ma tête était en couverture de tous les journaux, où il y avait plein de trucs comme le jeune couple avec Virginie Doyen du cinéma français, et ce qui d'ailleurs était pas vraiment pour m'aider, parce que du coup après ça a amené une sorte de truc, alors que c'était pas fondé sur vraiment un truc très talentueux, quoi. J'étais en maillot de bain sur une plage. J'ai pas montré mes talents d'acteur dans ce film, quoi. Oui. Mais t'as commencé par dire, voilà, c'est le mec gaulé, et ensuite, tiens, c'est le mec talentueux plus tard. Je sais pas s'il y a quelqu'un, moi, qui s'est dit, tiens, c'est le mec gaulé. mais en tout cas, mais voilà. Et puis après, et d'ailleurs, après, j'ai eu un vrai passage à vide. Après la plage, et puis après j'ai fait mon premier film, qui était la raison pour laquelle en fait j'étais dans ce métier, parce qu'au départ je voulais être metteur en scène et pas comédien. Et là j'ai fait mon premier film, Mon idole, et c'est à partir de là que les choses plus sérieuses se sont mises en place, quoi.
Tu es ici parce qu'il y a un film qui sort bientôt et dans lequel tu joues le rôle principal. Ce film s'appelle Ad Vitam, il est réalisé par Rodolphe Loga. C'est un thriller qui se passe dans le milieu du GIGN. Ouais. Et tu joues un membre du GIGN vraiment hyper compétent, très très compétent dans tout ce qui est GIGN, et en particulier pour escalader des façades d'immeubles et aussi pour utiliser des armes à feu. Qu'est-ce que tu peux dire pour donner vraiment très envie d'aller voir? Moi je l'ai vu le film, je trouve super. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire pour donner envie d'aller le voir? Moi d'abord c'était un rêve depuis très longtemps. J'ai eu cette discussion avec Jean-Paul Belmondo pendant des années. Parce qu'il savait ce que je faisais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de la motocross, du parapente, plein de sports un peu extrêmes. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai jamais eu l'occasion vraiment de faire des cascades dans les films, en fait. Et il m'avait dit, mais écris-toi un film, produis-le, fais comme moi je faisais, et tout ça. Et il y a 2 ans, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas? Parce que je vais arriver à un moment, quand je commence à faire le baromètre, c'est qu'on sait que ça s'en frôle là. Et je me suis dit, voilà, et j'ai fait la rencontre, en fait, d'un gars qui avait passé 15 ans au GIGN et qui a vécu des choses assez folles et qui, du jour au lendemain, se retrouve sans adrénaline. C'est-à-dire que pendant 15 ans, il a vécu en 10 minutes à devoir être prêt pour pouvoir intervenir et partir en mission et faire ce qu'il faisait, avec une adrénaline, une peur, un danger constant. Et du jour au lendemain, il se retrouve à donner des cours de judo à Pantin à 14h. Et la vie est totalement différente. Et ça m'a intéressé tout d'un coup dans le même principe, en fait, que le professionnel, d'ailleurs, quand on y pense, d'un homme dont le passé le rattrape, et on se rend compte en fait qu'il a été membre au GIGN, et il va lui arriver quelque chose. Je vais pas trop spoiler le truc, mais voilà, c'est un homme lambda à qui il arrive quelque chose d'important et qui va devoir qui attendait que ça, en fait, qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et voilà, quoi, et un peu dans l'esprit de La mémoire dans la peau, ou ce genre de film, c'est-à-dire d'action, mais réalisme, quoi. Mais il y a un côté, enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il y a un côté documentaire il y a des parties un peu documentaires sur le GIGN, ou qui ont l'air très... Mais parce qu'en fait, on tourne vraiment dans l'endroit, avec eux, dans l'endroit où ils vivent, dans leurs habitudes, dans le bar où ils vont faire la fête, dans tout ça, quoi. Donc, il y avait une vraie volonté de notre part, que ce soit pour Rodolphe Loga, le réalisateur, et moi-même qui avait écrit le scénario, de coller à la réalité, en tout cas de respecter un maximum leur vie, quoi. Il y a une scène d'ailleurs très marquante où c'est l'intronisation de Nassim Liès, qui joue aussi un membre du GIGN, et qui te tire dessus avec un revolver sur une sorte de plaque en céramique que tu as sur le ventre. Ça s'appelle le tir de confiance. Ça existe vraiment, ça? Ils le font à chaque fois que un homme est breveté, il va tirer sur un membre du groupe qu'il intègre, pour leur montrer, en fait, qu'ils peuvent lui faire confiance, en fait. Et donc, c'est une plaque de céramique comme ça, de balle-trappe, là, sur un gilet pare-balles. Mais bon, à quelques centimètres près, c'est la tête, quoi. Donc, il n'y a pas de gilet pare-balles en haut, quoi. Donc, en fait, c'est une arme, en plus, qui est une arme plutôt ancienne, en fait. C'est un Manurin, et donc, c'est assez impressionnant à voir. Tu sais utiliser dans la vraie vie des armes à feu? Je l'ai appris surtout beaucoup là sur le film. Maintenant, oui. Maintenant, parce que je me suis beaucoup entraîné avec eux au stand de tir, et dans le film où j'ai beaucoup de scènes où ça tire. Donc Il y a cette scène d'ailleurs où vous retournez et il y a un type alors vous allez voir votre cible dans un stand de tir, et il y a quelqu'un qui tire pendant que vous allez voir votre cible. Et ça, ils le font vraiment. C'est complètement dingue. Parce que du coup, on dit que c'est une erreur de sécurité, mais non, c'est fait exprès, quoi. Ils ont une capacité tellement folle, et ils savent tirer des 2 mains, et c'est quand même très 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 impressionnant, en fait, à voir. Mais juste pour finir par rapport au film, bien sûr, pardon. Et j'en parle d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais le film a cette qualité où on est pris, en fait, où il y a un rythme quand même très haletant, avec ce côté thriller où on attend de savoir ce qui va se passer, et voilà, c'est très très jouissif. En tout cas, je suis très très fier de ce film. C'est quoi ta plus grande fierté ce mois-ci?
Ma plus grande fierté... Ça peut être une fierté du mois écoulé. J'ai passé la première épreuve de mon permis poids lourd. Bah, tu vois. Ça, c'est pas top, ça, quand même. Bah, c'est excellent. C'est incroyable, non? Dans la perspective de l'utiliser dans un contexte professionnel? Non, pas du tout. non. Je ne vais pas devenir chauffeur. C'est moi, acteur et réalisateur, c'était vraiment... Je ne vais pas devenir chauffeur routier. D'ailleurs, je remercie, je leur fais de la pub à ces poids lourds, qui sont au Blanc-Ménil, avec qui j'ai passé le permis. Il me reste la circulation. Ouais. Non, je suis fan de voyage et d'emmener mes enfants en camping-car, moi. Alors, pas vraiment en camping-car, mais tu sais, j'ai un Volkswagen, là. Oui. Ah oui. Les nouveaux, les électriques? Non, c'était un essence, un vieux. Et là, j'ai décidé d'acheter un peu plus gros pour aller faire un grand tour d'Europe et de faire un truc avec mes enfants. C'est un peu mon rêve, c'est de trouver un moment, quelques mois, et partir avec la petite famille, et partir et voilà. Mais quand tu dis poids lourd, semi-remorque, genre? Non, un peu en dessous, quoi. Non, en fait, c'est le premier poids lourd, en fait. Mais t'es obligé de passer ça pour conduire un espèce de truc, voilà. Excellente fierté. Voilà. Et c'était ma fierté, parce qu'il a fallu que je repasse mon code, que je repasse tout ça. Et c'était un cauchemar. J'étais terrorisé, en fait. Ce qui est complètement débile, hein. Mais... Non, je comprends. Mais en fait, on est plus terrorisé par. Enfin, c'est plus terrorisant que des trucs qui pourraient faire. Non, mais plus c'est complètement con. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à flipper face à des trucs complètement débiles. Ouais. Et je me disais, mais tu flippes pas pour aller jouer au théâtre devant 800 personnes. Et bon. Il t'a fallu combien de temps pour t'habituer à d'être une resta? Je me suis jamais considéré comme une resta, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ce truc où ta vie elle change. Je te dis, genre, il y a des gens qui viennent dans ton jardin, de trucs comme ça. C'est, genre, mais en fait, très sincèrement, en fait, il y a vraiment une dissociation totalement, en fait, de moi-même, en fait. C'est comme si là, par exemple, je suis en période de promo. Donc, je sais que je vais devoir faire des interviews, des trucs comme ça et tout. Mais sinon, j'adore l'anonymat, moi. Ouais. J'adore ça, en fait. Dans Paris, je circule en scoot, personne ne me reconnaît, je traverse un truc. Et en fait, c'est que quand tout d'un coup, je vais dans des endroits où je m'arrête un peu, que tout d'un coup, je me rappelle des fois que ça me surprend, en fait, de voir plein de gens venir me voir et tout. Parce qu'en fait, je suis assez casanier. Ouais. Et donc, j'ai pas ce rapport-là, en fait, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. J'adore rencontrer des gens et j'adore que des gens me parlent de mon travail et ça me plaît, en fait. Mais être reconnu pour être reconnu, ça m'a jamais intéressé, en fait. C'est pas quelque chose qui je dis pas forcément l'aimer, mais s'y habituer, quoi. De dire, bon, voilà, c'est une nouvelle donnée de mon existence, je peux pas être complètement anonyme, quoi. Je peux pas aller voilà. Ah oui, ça m'est arrivé en rentrant de la plage. Là, c'était immédiat, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Tu l'aimes bien? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Il m'a fait peur à un moment. Ouais. Parce que j'ai été paralysé, j'ai eu une paralysie faciale pendant 2 mois et j'ai pensé que ça allait pas revenir, en fait. J'étais vraiment comme dans Rock'n'Roll, là, quand je décolle, comme ça. Ouais. J'avais le visage qui était tombé, en fait, du côté gauche. Donc il était beaucoup moins bien à ce moment-là. Beaucoup moins bien. Ouais. Et puis pour boire aussi, c'était moins bien aussi. Pour boire, pour manger, c'était vraiment moins cool. Et j'ai eu très très peur, en fait. Ouais. J'ai eu très très peur. Tu fais partie de la petite frange des gens qui ferment les yeux quand ils sourient. Il y en a d'autres. Il y a Benjamin Castaldi, Anne Romanoff. Ouais. C'est vraiment, vous avez ça en commun. Ouais. Je peux t'en citer d'autres qui sont... il y a Robert De Niro. Robert De Niro, merci. Très juste. Non, mais tu voulais penser peut-être... Mais c'est très juste. Anne Romanoff d'abord, mais... Ah non, mais en fait, je me suis dit, tiens, qui d'autre? Benjamin Castaldi, il m'est venu tout de suite, et Anne Romanoff aussi. Ouais. J'avais pas pensé, c'est tout à fait vrai sur Robert De Niro. Ouais. On te l'a déjà dit, donc c'est quelque chose... Ouais. Même lui, même l'a dit, même. Non. Ouais. Genre, tous les deux, on a ça en commun. Non, mais il m'a dit, ça pourrait fonctionner. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe mécaniquement dans ton visage pour que ça arrive, ça? Il faut demander à mon père, il a les mêmes yeux, et je crois que mon grand-père aussi. Ouais. Le truc de le sourire vous relève la gueule. Quoi. Ouais, c'est comme ça. Bon. Ça, par exemple, c'était un truc qu'on me disait, que quand je souriais, j'avais les yeux en trou de pine. On me disait à l'école. Voilà. Des super trous de pine. Tu me demandais un exemple. Vraiment, t'as des très bons... Tu me demandais un exemple.
T'as des très très bons trous de pin, c'est super. T'as l'air très content comme personne, globalement, mais il paraît qu'on m'a dit que t'étais pas doué pour le bonheur et que t'avais une sorte de tristesse intérieure jamais réglée. C'est pas que je suis pas doué pour le bonheur, c'est que j'ai toujours eu une certaine tristesse en moi. Ouais. Mais ça, je sais pas d'où ça vient. Tu peux avoir des moments vraiment mais pas de dépression ou... Ça m'est arrivé, ouais. Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Mais je suis quand même quelqu'un de quand même très battant. Donc en fait, je peux avoir des moments de vrai down, mais ça va jamais durer très longtemps en fait. Ouais. Je me relève assez vite, même très vite, mais j'ai des moments de remise en question, j'ai des moments de doute, j'ai des moments de... Je suis quelqu'un d'assez insatisfait. Je suis très dur avec moi-même, en fait. Donc il y a des moments où j'ai du mal à me complaire dans le bonheur. En fait, je peux être heureux, mais à un moment je me dis c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal que je sois trop heureux. Il va m'arriver une tuile. Ouais. Donc voilà. Mais et la tuile n'arrive pas souvent, en fait. Ouais, elle arrive ou elle arrive pas. Ça dépend des moments. Hein. Moi aussi que t'avais un moment de ta vie où t'as eu des tocs. Ouais. Tu faisais quoi comme truc de toc? J'avais des tocs de vérification. Ouais. La clé dans la porte. La clé dans la porte, le gaz, beaucoup le gaz. Ouais. À vérifier tous les boutons, partir, monter l'étage, redescendre, revenir, revérifier les boutons. Ça veut dire que le fait que tu l'aies vérifié, l'information que c'était vérifié ne se stockait pas dans ta tête, en fait, c'est ça? En fait, j'ai compris après, avec un psy, parce que c'est très intéressant, en fait, ce que ça raconte. C'est qu'au moment où on a le TOC, on est en train de se concentrer sur tout ce qui nous angoisse dans notre vie à ce moment-là. Et donc, en fait, quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte qu'au moment où tu as ton TOC, t'es pas en train de penser à ce que t'es en train de faire, mais t'es en train de penser aux choses qui t'angoissent. D'accord. En fait, c'est comme si tu mettais ton esprit et ton corps en pause, en disant, ok, vas-y, occupe-toi à vérifier le truc, et puis moi, là-haut, je vais envoyer l'info en lui expliquant qu'il y a un truc qui m'angoisse. Donc, occupez-le avec les boutons, et moi, je vais lui envoyer un petit warning. Ouais. Et après, en fait, quand t'as compris ça, et que tu commences à toquer, et tu me dis, ah ouais, non, en fait, c'est ça dont je voulais que je devais penser. Ok. Et ben alors là, j'ai vérifié, c'est bon. Et t'arrives comme ça à désamorcer le truc. Petit à petit, j'ai réussi à désamorcer. Mais moi, j'étais capable de fermer la voiture, me barrer, marcher 2 rues, monter 5e étage et me dire, n'avais pas fermé. Et de redescendre et de revenir, clac, clac. Le tour, clac, 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 clac. Le coffre, peut-être, clac, clac. Et tu tournes. Et tu passes une bonne partie de ta journée à faire ça. Ce qui n'est pas une activité super en soi. Quoi. Non, puis c'est une grosse perte de temps quand même. Et puis tu fous en l'air les poignées, tu fous en l'air les robinets d'eau aussi, tu sais. Ouais, c'est compliqué en fait. Tu niques tous les joints. Oui, tu sais, quand tu fermes un robinet trop fort, tu fermes trop fort. Ouais. Voilà. Est-ce que si on me donne la certitude que tu meurs à 75... J'étais en train d'imaginer les gens qui regardent des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. Mais qu'est-ce qu'il est relou. Si on te donne la certitude que tu meurs à 75 ans, mais en parfaite santé, et genre vraiment parfaite santé totale, est-ce que tu prends ou pas? 75 ans en parfaite santé? Oui, ou alors, peut-être tu meurs demain. Mais là, on donne la certitude que tu meurs à 75 ans. J'ai pas compris. Soit je meurs demain, soit je meurs à 75 ans en bonne santé. Je préfère mourir. Alors, pas facile celle-là. Non, on te donne la certitude que tu meurs à 75 ans en parfaite santé, ou alors, t'as pas de certitude, peut-être que tu meurs demain, mais peut-être que tu meurs aussi à 90 ans en parfaite santé. Mais tu sais pas, peut-être que tu meurs demain. Ah ouais, non. Faut surtout pas me dire ça. Ouais. Non, je t'en supplie, me mets pas des trucs comme ça dans la tête. Non, moi, si tu me dis que je meurs à 75 ans, mais je m'arrête de vivre tout de suite, en fait. Ok. Bah ouais, parce que déjà, j'ai un tel problème avec ça, que je dors pas. Je dors 4 heures par nuit parce que je me dis qu'il faut que je fasse tout avant que je meure. Donc si je me dis qu'à 75 ans, c'est-à-dire que, t'imagines, la dernière année, tu pars et tu sais que tu... Faire le tour de tout le monde, bon bah ça y est, c'est fini, j'y vais. Allez, ciao, au revoir. Angoisse totale. C'est un grand cauchemar pour moi, ça. Le décès? Non, le cauchemar où je vais dire au revoir aux gens parce que je vais mourir, en fait.
Et donc je fais faire le tour de tout le monde en disant bon bah je vais mourir, salut, ça fait chier quand même, pourquoi moi, et voilà. Donc non. Ton niveau de jalousie dans la vie, est-ce qu'il est élevé ou est-ce qu'il est faible? Est-ce que t'es jaloux? Je l'ai été. En amour? Ouais, en amour. Ouais, je l'ai été. Et je pense qu'il y a eu un truc de sécurité en moi. Ça peut m'arriver encore de temps en temps, mais pas du tout au niveau auquel j'étais avant, en fait. Parce que je pense que à un moment, je me suis rendu compte que, à part me faire du mal, et même faire du mal à l'autre, et en plus susciter un peu la merde, parce qu'en fait, souvent quand on est jaloux, on va quand même mettre dans la tête de l'autre un truc qu'il faut pas. Des idées qui justement vont peut-être se réaliser en fait. Ouais, parce qu'en fait ça témoigne quand même d'une certaine instabilité, un certain manque de confiance. Et en général, les gens ils se sentent bien amoureux et heureux avec quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a confiance en lui et qui est. Et si on est que dans un truc de ouais, mais bon, je suis sûr que à un moment, à force, bon bah ok. Je vais y aller. Je vais y aller quoi. Voilà. Et le pas du tout jaloux du passé en revanche. Beaucoup de gens sont jaloux du passé, genre le passé sentimental et érotique des gens avec qui t'es. Tu veux dire que si je pourrais être jaloux de ce que ma femme a vécu avant ou de... des ex en fait. Oh non. Non. Oui, non, t'es normal de ce point de vue-là. Non, parce que... Bah non, parce que moi aussi j'ai vécu des choses et... Heureusement, enfin, je veux dire... Jalousie maintenant, juste l'envie. Est-ce que tu t'es déjà dit, t'as déjà été jaloux du succès de quelqu'un? Genre, oh là là, comme ça. Moi, c'est comme ça que ça se prononce. Je pense que oui, mais sans le reconnaître. Ouais. Genre, non, mais c'était bien ton film. Ouais. non, mais oui, je pense que oui. Oui, forcément. J'ai pas d'exemple concret là, mais oui. Ouais, forcément. Ouais. Oui, on peut jalouser. On est tous de la même génération, que ce soit Benoît, Romain, Gilles. Et ça m'est arrivé de voir des rôles ou des films sur lesquels j'ai pas été et que je me dis j'aurais bien aimé faire je suis ça. trop content pour toi. Ouais, merci beaucoup. Mais je suis content pour eux, ça n'empêche pas. On peut être content. On peut être content et les envier. Tu sais, il y a cette phrase de Gore Vidal qui est qui dit en anglais, mais c'est à chaque fois qu'un ami a du succès, une petite partie de moi meurt. C'est très honnête. Ouais. C'est très honnête. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Merci. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun... Voilà. Je me suis permis de te fermer ta gueule parce que t'es pas stylé. Voilà, maintenant ça c'est le nouveau David, le David de 2025. Un petit peu plus sexy. En tout cas, je l'espère. Bon, tout ça pour vous dire que faut s'abonner. C'est nécessaire. Moi, c'est ce que je vous conseille en tant que mec stylé. Alors moi personnellement je me rase, je me brosse jamais les sourcils. Mais par contre on me les brosse. On te brosse les sourcils. Quand je me retrouve dans des situations qui sont pas mes situations de vie normales en fait. Et tu te coupes les sourcils ou pas? Non, eux des fois ça leur arrive de te les couper un peu. Ouais.